C'est vendredi, un nouveau vendredi sur la Terre et c'est l'heure du tribunal de l'actualité, une nouvelle session matinale de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Nous restons aujourd'hui encore ici pour examiner la dernière radioscopie du Front patriotique sur la situation nationale. Nouvelle audience du tribunal de l'actualité donc, avec à la barre des convoqués pour cette dernière sortie de la semaine, Athanas Boudot, secrétaire général du Front patriotique. Bonjour et merci d'honorer notre convocation. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour également aux deux juges qui siègent pour l'audience de ce jour. Bonjour Geoffroy Vara. Bonjour Président Tomondi, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, Président Vara, juge Vara, bonjour, l'intérim est fini. Juge Vara, bonjour, Président Tomondi, bonjour, Madame, Monsieur, bonjour. C'est peut-être prémonitoire, en tout cas bonjour à toutes, okay. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive Tru TV et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Un groupe de presse qui se renforce, qui se réinstaure, qui se renouvelle à travers un nouveau redéploiement de sa direction. Et je tiens ici à féliciter donc juge Geoffroy Vara qui vient d'être nommé directeur général adjoint chargé des médias et cumulativement avec ses fonctions de directeur de rédaction. Félicitations Geoffroy Vara. Et vous êtes également, ou en tout cas vous avez il y a un deuxième directeur général adjoint chargé des projets chargé des produits, chargé des produits. Donc c'est un groupe qui se renforce, c'est un groupe qui ouvre de nouvelles perspectives. Et merci et félicitations à toutes les nouvelles personnes qui ont de nouvelles charges, de nouvelles responsabilités, toujours pour vous servir. Le premier tour de piste de cette audience, c'est les juges qui la détiennent avec les avant-propos que je convoque à présent. Juge, c'est la séquence avant-propos des juges on va donner la parole à Bernard Bougma pour commencer. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la visite du Premier ministre malien au Burkina. C'est vrai que le Mali, c'est le pays invité d'honneur. Donc le pays guest star, pour ne pas dire, de cette FESPACO. Donc de ce FESPACO, pardon. Donc il est là pour le FESPACO, donc pour représenter son pays à ce haut niveau. Donc, mais on n'oublie pas aussi qu'il y a cette connexion sur le plan de la lutte contre le terrorisme, sur le plan de la vision de la transition. Les deux pays partagent à peu près les mêmes réalités et partagent d'ailleurs les mêmes sanctions avec ce qui a été donné de nous voir par les dernières sanctions qui ont été prises par la CEDEAO. Donc, naturellement, ils partagent les mêmes fortunes, pour ne pas dire les mêmes infortunes sur un certain nombre de choses. C'est aussi, on a aussi vu cette synchronisation vestimentaire, si je peux m'exprimer ici, de notre Premier ministre qui est arrivé en 3 pièces à la mandingue pour pouvoir recevoir son homologue. Mais je me rappelle également que quand il a été au Mali, Kokala Maïga lui a dit quelque chose. Quand vous faites quelque chose, il faut dire à la population, il faut dire au peuple ce que vous faites, dans la transparence et dans ce que vous pensez. En ce moment que vous aurez la confiance des uns et des autres, c'est en ce moment que vous aurez la confiance de comme on appelle ça, de toute la population. Mais si vous agissez en leur nom et qu'il n'y a rien qui leur est dit, il n'y a pas de précision, ça ne marche pas. En d'autres termes, c'est ce qu'effectivement Kokala Maïga avait donné à Maître Kelem de Tambela comme conseil. Voilà, je le dis parce qu'effectivement des missions ont été effectuées en notre nom, des initiatives ont été prises et il n'y a eu aucune précision, aucune explication. C'est des médias internationaux, des médias étrangers qui nous ont donné la primeur et après quelques détails et ça s'arrête là. Donc
s'il y a un exemple à prendre sur le Mali, sur un certain nombre de choses, je pense que ces éléments de redevabilité également sont très importants à prendre en compte. Et c'était ça, comme on appelle ça, l'objet de mon avant-propos. Et donc, souhaiter également que le FESPACO se déroule très bien. Mais naturellement, c'est sûr qu'en marge du FESPACO, il y a des problématiques liées aux questions sécuritaires qui vont être soulevées lors de ce séjour du Premier ministre malien au Burkina Faso. Je crois que c'est la plus grande messe du cinéma africain. Ça commence demain à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Burkina Faso, une destination toujours ouverte et toujours à courir, toujours courue d'ailleurs. Et bonne fête du cinéma à tous et à toutes. Geoffroy Vaha, votre avant-propos du jour. Oui, merci Président. On l'avait enrôlé en sujet hier, la réinhumation des restes de Thomas Sankara et des 12 autres. Donc 13 cercueils hier, des militaires et des civils présents pour notre hommage à ces personnes-là. Les médias aussi présents. Maintenant, il est vrai qu'il y avait une partie et on était prévenu qui devait se faire loin des caméras, et ce qui est naturel et normal, ce que nous comprenons en tout cas. Mais c'était l'émotion qui était sur le visage, et puis la polémique qui avait enflé, et on a vu que les sièges qui étaient réservés à certaines familles qui à un moment donné disaient ne pas vouloir venir, on a vu ces sièges-là qui ont été occupés. Ça, c'est déjà important. Et on a vu Valentin Sankara, le petit frère du défunt Thomas Sankara, qui était présent. Il y avait Mousbila Sankara, qui est l'oncle aussi de la famille. Et je pense que aussi pour les Bamouni, on a vu certains présents. Je pense que c'est ça le plus important. Parce que il y a la polémique, c'est vrai. Il y a se dire que bon, le lieu, il est porteur de trop d'émotions, mais il y a le défunt qui a besoin d'être accompagné. Et pour les dernières heures de cet accompagnement-là, de sentir une famille autour. Je pense que ça aussi, c'est le symbole africain. Et que ce soit des présences au nom de la famille ou pas, je pense que ce n'est pas ça le débat. Ce que l'on retiendra, et moi je prends les propos du petit frère qui dit je suis là en tant que petit frère de Sankara, il est venu de façon personnelle. C'est une grandeur. Que dans la polémique, on s'élève pour se dire aussi qu'à un moment donné, il y a un principal. On ne peut pas enterrer quelqu'un comme ça sans qu'il y ait un membre de sa famille à côté. Moi, c'est ce que je retiens, et pour moi, c'est ça la leçon. Maintenant, les histoires de peut-être la famille, c'est la majeure partie des frères. Ça, c'est un autre débat, et on comprend aussi les sentiments des uns et des autres. Mais l'essentiel, au moins, c'est que pour moi, des choses ont été rattrapées hier et c'est bon. L'essentiel est que certaines choses ont été rattrapées, c'est bon, et vivement que l'apaisement des cœurs vienne à présent pour clôturer tout ce parcours, tout ce long tunnel que nous avons traversé, en espérant que d'autres jalons seront à nouveau franchis pour arriver finalement à un total apaisement des cœurs. Associé aux félicitations de tout à l'heure à l'endroit de Geoffroy Vaha, j'ai parlé donc du directeur général adjoint chargé des produits. Eh bien, nous souhaitons la bienvenue et plein succès, et félicitations à Moussa Edouard Ouedraogo qui a rejoint l'équipe de TGP, donc Tam Tam Group Presse, et qui donc assure désormais ces fonctions qui viennent de naître au sein du groupe. C'était la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité, qui cède maintenant la place à la fenêtre des généralités avec notre convoqué du jour. Eh bien, il s'appelle Athanas Boudot, il est secrétaire général du Front Patriotique, et vous l'avez compris, nous parlons du Front Patriotique aujourd'hui, nous parlons de sa lecture de la situation nationale, de ses propositions, de ses projections pour l'avenir de notre cher pays. Mais avant, comme je l'ai dit, les questions de généralité. Bernard Bougma. Merci. Alors, c'est à la suite d'ailleurs de l'avant-propos de juge Vaha. On a assisté hier effectivement à la réanimation. Vous êtes dans un parti politique qui n'a pas caché. Donc, c'est un parti d'obédience sankariste assumé. Et donc hier c'était la réanimation. Donc, au niveau de votre parti politique, qu'a représenté cette journée pour vous? C'est vrai qu'il y a eu cette polémique, mais au-delà de tout, qu'est-ce que cette journée a représenté pour vous? Vraiment, merci beaucoup pour cette question, parce que c'est une question assez centrale dans la vie de l'Union pour la Renaissance, un mouvement patriotique sankariste, et qui fait de l'idéal sankariste
sa vision principale, parce que nous souhaitons poursuivre les idéaux sankaristes. Et pour pouvoir poursuivre les idéaux sankaristes, il faut travailler à un environnement favorable à l'éclosion de ces idéaux, au-delà même de la promotion de ces idéaux. Et le fait que Thomas Sankara a été assassiné et dont son œuvre a été interrompue de façon brutale, il fallait travailler, ne serait-ce qu'à pouvoir avoir une place paisible pour Thomas Sankara, parce que ça aussi, ça participe du combat de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste. Et depuis sa création, on se retrouvait chaque fois à Dagnoin pour pouvoir commémorer le 15 octobre. Commémorer le 15 octobre, ce n'est même pas le 15 lui-même, parce que au-delà de ce 15 où nous nous retrouvons pour prononcer des discours, il y a déjà la messe que nous organisons toujours à Saint-Camille. Et là, il faut qu'on profite, remercier tous les prêtres qui ont accompagné tout ce processus. Et généralement, quand on finit la messe à Saint-Camille, on fait une procession pour aller au cimetière. Mais nous avons toujours demandé aussi à nos militants dans toutes les provinces du Burkina Faso de demander des messes. Donc, c'est véritablement des journées de commémoration que nous faisons. Et par contre, quand vous regardez là où il était, ça a été vraiment au forcé parce que ça n'a pas été fait comme il se doit. Et la dernière fois que nous avons organisé ça, véritablement, ça c'est vraiment peut-être une anecdote qui a réussi, c'était le 15 octobre 2015. Parce que le 15 octobre 2015, le reste n'était plus à Dagnoé, mais ça avait été exhumé pour la procédure que vous connaissez. Et donc on s'est retrouvé au terrain Miramar à Tampoui, où nous avons pu regrouper toutes les sommités du monde, ses accompagnants sans bruit, et les partis comme les associations, et nous avons pu commémorer. Donc véritablement ce sont des étapes comme ça qui nous reviennent, qu'aujourd'hui nous voyons que Thomas Sankara a été cette fois-ci réinhumé au niveau du mémorial, là où il a été assassiné. C'est vraiment le bout de souffle, on allait le dire, et je me dis que ça doit pouvoir permettre à la famille de pouvoir faire le deuil, et c'est ce qu'on a toujours réclamé. Donc c'est vraiment un aboutissement d'une longue lutte, et je pense que ça a été une très bonne chose. Donc vous dites que c'est une très bonne chose. C'est vrai que vous dites que chaque année votre parti organise toute une série de commémorations, vous organisez la commémoration avec une série d'activités donc continues à l'intérieur. La réalité c'est que beaucoup d'acteurs avaient pris langue avec la famille et tout, mais bon, ça n'a pas empêché aussi cette polémique. Au niveau de votre parti, est-ce que vous aussi vous avez entrepris des démarches auprès de la famille sur certaines questions, compte tenu du fait de l'ampleur et de l'implication du dossier à votre niveau? Non, ce qu'il faut noter, pour moi, ce sont des détails. Ce sont des détails qui entourent toujours lorsqu'une personnalité meurt. Et même un anonyme qui meurt souvent, il y a des débats par rapport à son enterrement. Et ici, ce n'est pas seulement quelqu'un d'anonyme, c'est quelqu'un qui va hors des frontières burkinabées. Donc vous ne pouvez pas inhumer une telle personnalité sans qu'il y ait des discussions. Et le plus essentiel pour nous, c'est que ça s'est bien passé. La famille a été représentée et une délégation de plus d'une cinquantaine de personnes est venue de Bokin, de Tema Bokin. Il y en a qui sont venus des États-Unis, par exemple, quand vous prenez Lydia, et ainsi de suite, Lydie. Donc il y a tout un ensemble de personnalités qui ont représenté la famille et toutes les 13 familles d'ailleurs, et c'est un processus qui a abouti à cela, et je pense que ces débats que j'ai appelés détails, c'est pour pouvoir mieux faire. Mais retenons que Thomas Sankara a été enterré dignement dans son propre pays. D'autres n'ont pas eu cette chance. Même s'il avait été enterré à Bokin, s'il avait été enterré à Falangoutou, l'essentiel est qu'il a été enterré de façon officielle en présence des familles et des autorités burkinabées, politiques et non politiques, dans son propre pays et de façon officielle. Avec la bénédiction, bien sûr, de nos ancêtres. Parce que si vous avez regardé un peu le cérémonial ou la cérémonie, vous avez compris que ça a été avec
la bénédiction de nos ancêtres, avec la bénédiction de nos autorités religieuses et même avec la bénédiction des autorités politiques. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir parce que d'autres n'ont pas eu cette chance. Voilà. D'autres n'ont pas eu cette chance et il faudrait donc retenir cela pour que Thomas Sankara repose en paix. Juge Geoffroy Vahar, question de généralité. Je n'aurais pas de question de généralité en tant que tel. Donc on va rentrer dans le sujet puisque cela fait bientôt 5 mois maintenant depuis le 30 septembre 2022 que le capitaine Ibrahim Traoré a pris les rênes sécuritaires et politiques du Burkina en lançant un processus de rectification du coup d'État du 22 janvier 2022 qui a mis un terme au second quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré à la présidence du Faso. Globalement, le Front patriotique estime aujourd'hui que le bilan de la situation nationale comporte, je cite, des motifs d'espérance et des avancées, mais aussi quelques motifs d'inquiétude. Fin de citation. Et si on parlait brièvement, M. Boudot, de ces motifs d'espérance? Oui, bien sûr. Des motifs d'espérance parce qu'il y a un travail qui est fait. Un travail affiché de volonté par la nouvelle équipe, j'allais dire, du MPSR. Sinon, c'est vraiment le même MPSR qui est toujours là. Et du point de vue militaire, je pense qu'il y a eu un changement de paradigme. Parce que de par le passé, pour ceux qui ont pu suivre, il y a eu beaucoup de questions subjectives qui ont été mises en avant. Avec des processus que personne ne maîtrisait parce qu'on parlait de négocier avec des gens qu'on ne connaissait pas et ainsi de suite. Mais là, je pense que le MPSR s'est inscrit dans la volonté populaire qui est de pouvoir s'organiser pour aller de l'avant et donc contraindre l'ennemi. Je pense que à ce niveau, vous avez vu qu'il y a eu des mesures structurelles qui ont été prises pour pouvoir rebâtir l'architecture même de notre armée pour affronter l'ennemi, dont la création des légions et la création des régions militaires, et le recrutement également d'un certain nombre de les contingences au niveau de l'armée, mais également des VDP. Il y a même eu une loi qui a été votée pour pouvoir encadrer le statut du VDP. Et tout ça, ce sont des questions qui participent du point de vue militaire pour contrer la guerre. Et la guerre n'est pas seulement militaire. C'est pour cela qu'il faut travailler à maîtriser, j'allais dire, les affres de cette guerre-là qui ont une incidence assez négative du point de vue humanitaire. Et il y a là aussi des initiatives qui ont été prises pour pouvoir accompagner ceux qui se sont déplacés, qui sont pratiquement plus d'1 million et 1,9 million selon les dernières données. Mais quand même, un travail d'accompagnement est en train de se faire. Surtout, vous voyez un peu les ravitaillements qu'on est en train de faire. Mais également, pour pouvoir soutenir cet effort de guerre, il y a des initiatives qui ont été prises et qui sont bâties d'abord sur la participation à cet effort de guerre-là par nos propres forces. Nous sommes en train de compter sur nos propres forces déjà, ce qui aussi, pour moi, est une très bonne initiative au lieu d'aller quémander pour reloger vos habitants, aller quémander pour, j'allais dire, combattre un ennemi qui est, qu'on dit, interne et externe. Je crois que avant tout, on est en train de nous inscrire dans une dynamique qui répond aux aspirations des populations. Et du point de vue extérieur aussi, vous avez certainement vu certaines décisions courageuses et qui répondent d'ailleurs au point 8 et au point 9 de notre plateforme de lutte, qui est surtout comment travailler à faire un rapprochement dans la coopération avec nos voisins, mais également comment travailler à exprimer la souveraineté du peuple burkinabé. Et tout ça, ce sont des questions quand même qui méritent d'être approfondies et accompagnées. Donc je pense que ce sont des motifs d'espérance, qu'on peut ainsi dire. Des motifs d'espérance, je précise juste que
quand vous parliez des VDP tout à l'heure, la loi est antérieure. Le vote de cette loi pour encadrer les VDP est antérieur au coup d'État du 22 janvier 2022 et donc également antérieur à la rectification qui s'en est suivie. Cette loi a donc été relue, mais pas votée sous l'empire en tant que du MPSR. Oui, Bernard Bougman. Oui, effectivement, vous êtes une organisation qui regroupe plusieurs sensibilités à l'intérieur, des organisations de la société civile et des partis politiques, mais les activités sont suspendues. Bon, vous avez sorti une déclaration. Est-ce que, il y en a qui on a même dit de ne même pas tenir les BPN, mais est-ce que vous continuez de vous réunir? Et comment est-ce que vous faites vos activités? Oui, mais au-delà de nous réunir, comment nous arrivons à nous faire entendre? C'est là encore, une fois de plus, l'utilité publique que la presse offre au peuple burkinabé, parce que l'utilité de la presse, est-ce que nos déclarations pouvaient même être communiquées? Et pour vous dire que oui, c'est ça toute la contradiction, et nous sommes obligés de nous réunir, même si ça paraît illégal, parce qu'effectivement nous sommes dans une situation où nous sommes contraints dans la clandestinité. Vous pensez donc que c'est illégal de se réunir actuellement? C'est plus que illégal, parce que vous avez certainement suivi le ministère en charge de la question des activités publiques, des relations publiques. Ils ont été clairs pour dire oui, on sait que les partis politiques doivent nous accompagner. Oui, on a besoin des partis politiques, mais nous leur demandons de ne pas se réunir. Donc c'est plus que clair pour dire que c'est comme si on nous contraignait dans la clandestinité. Mais nous refusons d'être dans la clandestinité parce que nous réunissons. Parce que quand, par exemple, on décide d'aller, par exemple, appeler nos militants à s'enrôler, ou bien quand nous faisons une déclaration pour dire il faut soutenir le MPSR, ou bien quand nous faisons un appel à la participation de l'effort de guerre, ce n'est pas le président seul qui s'assoit dans son bureau pour pouvoir prendre cette déclaration. Il faut forcément qu'un minimum de personnel leader du parti puisse se retrouver pour s'accorder sur le point. Mais je crois qu'on est dans une dynamique où on ne veut même pas qu'on puisse le faire. Mais dites-vous que les partis, même dans la clandestinité, vont continuer à travailler et ils doivent travailler dans ce sens-là parce que le Burkina Faso appartient à tout le monde. Alors vous dites que vous êtes contraint à la clandestinité. Bon, le communiqué numéro 3 concerne les organisations de la société civile et les partis politiques. Mais il y a des organisations de la société civile qui arrivent à appeler à manifester sur la voie publique. Je pense que d'ailleurs, demain, à Bobo également, il y a une autre activité, il y a un sit-in qui est appelé. Alors, vous dites que vous êtes contraint à la clandestinité, mais est-ce que vous avez pris langue avec l'autorité pour comprendre? Parce que le même communiqué indexe les organisations de la société civile et les partis politiques, mais on a l'impression qu'à l'application, ce sont les partis politiques seulement qui sont concernés. Alors, vous posez la question au secrétaire général du Front Patriotique ou bien au responsable de l'UNIR? Au secrétaire général du Front Patriotique, puisque le Front Patriotique regroupe des partis politiques et des organisations de la société civile. Donc, à l'intérieur, il y a les organisations de la société civile, mais aussi à les partis politiques. Donc, vous êtes concerné par les deux. C'est juste pour être précis dans ma réponse. D'accord, très bien. Voilà. L'un ou l'autre. Oui, dans tous les cas, la déclaration du Front Patriotique est sans embâche là-dessus. Aujourd'hui, le premier point de notre plateforme de lutte, c'est travailler à une transition légitime, populaire et souveraine. Et nous pensons que ce point est toujours d'actualité parce que nous sommes dans une dynamique d'exclusion d'une partie importante du peuple. Donc un certain nombre d'intelligences qu'il fallait fédérer, mais qui sont mises d'à côté, notamment les partis politiques qui représentent un pan important de la société burkinabé. Ce n'est pas seulement les partis politiques, il y a certaines légitimités sociales avérées, notamment l'organisation coutumière et religieuse, et qui sont tous mises à côté. Et là, c'est ça qui nous permet d'ailleurs de faire l'analyse et de faire cette déclaration pour demander à ce que nous puissions nous retrouver autour d'un cadre de dialogue, parce que
Le Burkina Faso, si il chavire, on ne dirait pas qu'à un moment donné, c'est un groupe de militaires qui a eu à le faire, mais on va dire que c'est tout le peuple burkinabé. Mais là, vous ne répondez pas à la question du juge, hein, je pense. Oui, pourtant, c'est dans la même posture. À partir du moment où nous faisons cette déclaration pour attirer l'attention, c'est déjà un cadre d'expression. Le Front patriotique, vous savez qu'il y a un certain nombre de partis, comme par exemple le MPP, qui avait déposé une autorisation pour pouvoir faire sa réunion de bureau politique, qui a vu une réponse négative. Il y a eu le PDS qui l'a fait, qui n'a pas été répondu. Il y a eu bien d'autres partis politiques qui l'ont fait et qui n'ont pas été accompagnés dans cette dynamique, targuant de se référer au communiqué qui a été produit avant l'adoption de la charte. Mais vous, au niveau de l'UNE, vous avez pu vous réunir et même passer le flambeau à un président par intérim. Vous n'avez même pas pris le soin d'écrire au ministère pour informer. Non, pour ces choses-là, il ne faut même pas, puisque à partir du moment où nous pensons que c'est illégal, il faut que les partis politiques continuent à se réunir, ne serait-ce que le sommet de la direction. C'est vrai que quand vous regardez un peu la décision qui a été prise, c'est une gêne. C'est une gêne. Pourquoi? Tout le monde a suivi les échanges que le chef de l'État a eu avec les responsables des partis politiques et des organisations. Vous avez suivi comment ça a été vraiment dans un cadre serré. Ce jour, je me rappelle, puisque j'ai représenté l'UNIR MPS, et le problème a été posé par le porte-parole de l'ex-majorité, en la personne de Clément Sawadogo, qui a demandé des explications par rapport à la suspension des activités des partis politiques. Et à la fin, le chef de l'État n'avait pas répondu à la question. Et celui qui est revenu, qui a rebondi sur la question, c'est Maître Gilbert Noël Bodrogo, qui est revenu sur la question. Le chef de l'État a dit non, pour les partis politiques, ça, il n'y a même pas de problème. Ils vont faire leurs activités. Et d'ailleurs, il va prendre même un acte pour permettre aux partis politiques de continuer à faire normalement leurs activités seulement. Et de ne pas organiser des activités qui doivent obliger les FDS à les encadrer parce que nous avons besoin des FDS sur le terrain. C'est ce que le chef de l'État a dit. Le problème, c'est qu'à la fin de la rencontre, il n'y a pas eu un communiqué final. Sinon, vous aurez compris que les partis politiques étaient satisfaits. Le chef de l'État a donné sa parole sur ça. Le chef de l'État a donné sa parole sur ça et vous pouvez demander. Moi, j'y étais et c'est ce qu'il a dit. Vous allez continuer à faire vos activités, mais seulement faites tout pour ne pas organiser des activités pour contraindre, pour nous demander d'amener des FDS sur le terrain parce que nous avons besoin de FDS sur le terrain. J'ai dit que ça a été une gêne. Pourquoi? Parce que quelque temps après, dans le discours de politique générale du Premier ministre, lui, il est revenu en contradiction avec ce que le chef de l'État a dit. Donc, je vais dire que nous sommes dans un scénario qui ne donne pas une certaine sérénité, ce qui fait que naturellement, les partis politiques se retrouvent, même si ce n'est pas en grand nombre, pour aller dans le même sens que le MPS1 qui disait que oui, vous pouvez vous réunir, mais seulement il ne faut pas faire des activités politiques débordantes. Je pense que si on s'inscrivait dans ça, ça pouvait encore permettre de réussir les choses. Donc vous comprenez bien que je n'invite pas forcément les partis à passer outre, mais en toute responsabilité, les partis se réunissent et au moins à minima pour pouvoir prendre certaines décisions qui sont bien pour le peuple burkinabé. Et il faut aller dans ce sens, il faut même casser cela parce que on ne peut pas inviter les gens à une production d'ensemble, on ne peut pas inviter les gens à contribuer sans qu'ils ne puissent se réunir, étant donné même que ce sont des organisations formelles, ce sont des organisations légalement reconnues. Au contraire, ceux qui ne sont pas légalement reconnus, qu'on devrait pouvoir les demander de ne pas se réunir. Exemple, et c'est ce que nous avons dit dans un de nos passages, il s'agit du MPSR lui-même qui a besoin d'être clarifié. Pourquoi? Parce que la charte de la transition inscrit que le président de la transition est le président du MPSR. Ce qui veut dire que le MPSR est de facto reconnu comme un mouvement
reconnue déjà même dans la constitution du Burkina, puisque la charte fait partie intégrante de la constitution, c'est un complément. Deuxième partie qui est la plus importante, la charte dit que en cas d'empêchement du président de la transition, c'est le vice-président du MPSR qui doit prendre sa place. Mais est-ce que vous connaissez la composition du MPSR? Est-ce que vous connaissez ce vice-président? C'est comme si la charte avait acté un vice-président que personne ne connaît, parce qu'on ne connaît pas l'organisation de ce MPSR-là. Donc, je pense qu'il y a une contradiction flagrante ici, un mouvement politique qui nous dirige, qu'on ne connaît pas. Et en même temps, on demande aux organisations qui sont très bien connues de ne pas se retrouver. Et en même temps, en troisième chambre, on leur demande de participer à l'effort de guerre. Et donc, en termes de contribution. Les partis se trouvent un peu contraints dans une sorte d'illégalité, mais fonctionnent malgré cette illégalité-là quand même. C'est la dernière audience de cette semaine pour le tribunal de l'actualité, une audience qui auditionne aujourd'hui donc Athanas Boudot, secrétaire général du Front Patriotique, qui jette justement son regard sur la situation nationale. Geoffroy Avara. Oui, merci. Le Front Patriotique qui jette un regard sur la situation nationale. Moi, j'ai lu, parce qu'il y a beaucoup de points qui sont donc donnés. Ça commence par, on va le dire, la question sécuritaire. Ce que vous faites remarquer, c'est que au-delà de tout, il y a en tout cas des actions fortes qui sont menées. Je pense que dans la lecture, c'est ce à quoi vous arrêtez, c'est-à-dire reconnaissant quand même aussi le caractère difficile du moment. Vous rappelez que le Burkina, quand même, est, sur le rapport de l'ONU, le deuxième pays qui compte les victimes de terrorisme, et puis le quatrième pays en termes de nombre d'attaques. Mais vous vous arrêtez vraiment au constat de l'effort fait. C'est une option. Non, vous dites que le temps n'est pas encore à trop de critiques, il faut d'abord s'en tenir à ça. Non, dans la réalité, le Front Patriotique est une organisation qui veut être utile. Okay. Et pour être utile, il faut encourager et même faire des propositions là où il faut faire, et quand ce n'est pas, ça va dans une direction qui n'est pas bénéfique, il faut aussi attirer l'attention. Donc, de ce point de vue, oui, quand il y a des efforts et quand il y a une dynamique amorcée, il faut clamer haut et fort cette dynamique et même pouvoir accompagner. Et vous avez remarqué que dans une de nos propositions, nous disons de continuer le recrutement. Et fort heureusement, hier, il y a même eu un décret qui a été pris pour un recrutement encore de contingents militaires au sein même des VDP, 5000 je pense. Et tout ça, ça participe à une organisation de la guerre généralisée tant clamée par le Front Patriotique, parce que nous disons que pour pouvoir restaurer l'intégrité du territoire, il faut organiser la guerre populaire généralisée. Donc, quand vous prenez rien que nous avons au Burkina, avec les anciennes données, on parle de 8000 villages aujourd'hui, les dernières données parlent de près de 12 000 villages au Burkina. Si vous prenez seulement 10 VDP par village, ça fait 120 000. Si ça doit être 20 VDP, ça fait plus de 240 000 qui doivent être recrutés, alors que quand vous regardez les derniers recrutements, ça ne vaut même pas un quart de cela. Donc il faut continuer dans cette dynamique. Et je pense que même si ça ne va pas à un rythme comme nous le voyons, il faut renforcer cela, mais surtout dans un front de vision politique. Vous avez vu comment ça a été organisé en Algérie, à travers même les wilayas, avec les walis, et ainsi de suite. Il faut carrément, dans un front politique, pouvoir donner un contenu au VDP, que ça ne soit pas involontaire, mais que ce soit des comités de défense du territoire. Et tout cela, ça doit participer dans une vision, parce que c'est de là qu'on peut véritablement protéger les institutions. C'est par cela qu'on peut récolter facilement l'information, parce qu'il y a un maillage total. Donc, mais on est dans une dynamique, même si cette dynamique n'a pas encore atteint son sommet. Et donc, il faut le dire quand ça va. Par exemple, les réformes au niveau, les initiatives qui ont été prises au niveau économique, là aussi, il faut applaudir. Mais là où il y a des zones d'ombre, il faut aussi le dire. D'abord, la première organisation, le mouvement politique qui nous dirige, qui est le MPSR, dont personne ne connaît, alors que c'est son président qui doit être le président de la transition. Il faut participer, il faut donner la clarification. Vous, dans votre avant-projet, vous
parliez tantôt, dans votre avant-propos, vous parliez tantôt des conseils que le Premier ministre malien a bien voulu donner. Non seulement il faut une certaine transparence, mais en plus de cette transparence, il faut une certaine cohésion. La cohésion au sein du gouvernement, et ça il a dit aussi, et je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a forcément cette cohésion parce que vous avez des Rambo qui se sortent, qui font ce qu'ils veulent, alors que normalement le gouvernement devait se réunir derrière un fonds politique, une direction qui intègre certaines légitimités. Aujourd'hui, il n'y a quelle légitimité en dehors, bien sûr, de cette popularité qui n'est pas forcément légitime parce que les gens sont obligés d'applaudir parce que c'est leur destin qui est en jeu, mais surtout il faut les accompagner. Mais il faut rendre ça légitime, ça veut dire qu'en intégrant, en faisant une certaine des inclusions pour permettre à ce que ces intelligents qui sont mis à côté là soient vraiment mis à profit pour la bonne marche de la transition. Les Rambous qui sortent et qui font ce qu'ils veulent, c'est qui? Je ne dirais pas de nom, mais c'est vous connaissez très bien le gouvernement. Vous avez dit, c'est vous qui... Non, on ne connaît pas ici, c'est vous qui avez dit les Rambous qui sortent et qui font ce qu'ils veulent. De toute façon, si vous pensez que le gouvernement, il y a une certaine cohésion, et que tout le monde est organisé derrière le Premier ministre, oui, tant mieux, on va applaudir. Mais si vous pensez qu'il y a certains Rambo qui s'expriment aussi, mais qu'on avise, puisque je ne suis pas le seul Burkinabé, mais c'est une observation que pour nous, si le Premier ministre est allé jusqu'à donner, Malien a dit qu'il faut cette cohésion, c'est pour leur dire, oui, si vous êtes dans la cohésion, allez-y en cette, mais si vous n'êtes pas dans une cohésion, travaillez à ce que tout le monde soit mobilisé autour du Premier ministre. Oui, toujours sur la question sécuritaire, Athanas Boudot, secrétaire général du Front patriotique, vous avez noté dans votre déclaration qu'on ne perçoit pas encore la stratégie mise en œuvre par notre armée pour réduire les forces terroristes, reconquérir le territoire et réinstaller les populations chassées de leur village. Donc ça, c'est quoi? C'est dans le casier effort à fournir, c'est dans le casier insatisfaction? Oui, c'est dans le casier, on va dire dans le casier insatisfaction parce que pour nous, comme le président de la transition lui-même l'avait dit, il faut travailler à refonder l'armée pour en faire un outil assez efficace. Et ça, on ne voit pas ce travail de fond qui est fait dans le cadre de la refondation de l'armée. Et tout le monde a fait le constat comme quoi notre armée est une armée élitiste, une armée bureaucratique, une armée qui a été conçue par le colonisateur dans l'administration, dans l'architecture coloniale pour un objectif politique bien précis. Il faut aujourd'hui avoir le courage après le diagnostic, parce que le chef de l'État a fait le diagnostic. Il a dit effectivement qu'il y a un certain nombre de militaires qui se sont embourgeoisés, qui se sont enrichis, mais qui ne sont plus très efficaces sur le terrain. Donc il a bien fait le diagnostic et nous pensons que dans ce sens-là, il faut avoir un schéma pour pouvoir encore plus impulser. Même si on a été très prudent, même si on a relativisé un peu parce que quand même il ne faudrait pas que les côtés négatifs viennent annihiler les côtés positifs, et on a dit en tout cas il y a une dynamique, mais il faut encore aller plus de l'avant dans cette refondation de l'armée parce que c'est l'outil le plus important et on ne dit pas que ça doit finir pendant la transition, mais ça doit être une entame qui doit pouvoir donner les bases sereines pour que même après la transition nous puissions avoir une armée républicaine et qui intègre bien sûr toutes les populations parce que c'est de là qu'on peut protéger les institutions comme je le disais tantôt. Bernard Bougman. Oui, il y a aussi, mais c'est vrai, ce que vous dites, il y a aussi le choix des partenaires, le choix à l'international. Déjà que la CEDEAO a sanctionné les personnalités. On attend aussi des précisions au niveau de la CEDEAO parce que dit comme ça, finalement, on ne sait pas qui est autorisé à voyager, qui ne l'est pas. Donc, c'est vrai qu'on attend cette précision. Mais aussi, l'idée d'aller en fédération avec le Mali et la Guinée. Au niveau du Front patriotique, vous en avez parlé. Nous voulons plus de précisions par rapport à cette option de la fédération. Non, nous pensons que c'est plusieurs questions que vous avez posées à la fois. Hein. Oui. Mais si c'est la question de la fédération, je pense que c'est une question
qui doit plus être apprécié dans ses intentions que dans sa mise en œuvre, parce que ce n'est pas dans ses intentions, dans ses intentions, mais ce n'est pas le mandat de la transition. Vous savez que quand on parle de fédération, c'est une question qui va même au-delà du Burkina Faso. C'est une question, même à l'intérieur du Burkina Faso, c'est un processus qui prend du temps à partir du moment où ça doit être fondu à d'autres pays pour une fédération, comme on le dit. Même la question de la confédération, même déjà, prend du temps, n'en parlons pas de la question fédérale. Et là, une transition d'1 an, 2 ans, même de 5 ans ne peut pas forcément résoudre la question. Voilà, parce qu'il faut faire des concertations, il faut revisiter la Constitution, il faut pouvoir faire un référendum dans chaque pays. Et il y a tout un ensemble de processus qui n'est pas forcément. Mais dans son intention, c'est une très bonne chose de pouvoir déjà jeter les bases de cette réflexion, mais nous pensons que le renforcement de la coopération entre les pays, dans le cadre bilatéral comme dans le cadre multilatéral, peut en tout cas contribuer fortement à pouvoir mettre en place des structures pour pouvoir juguler la question. Si par exemple le Burkina et le Mali arrivaient à un niveau de coopération, ça peut même déjà faciliter la mise en place d'une coopération militaire. Pourquoi ne pas mettre en place un état-major entre les deux pays, les Maliens vont rentrer au Burkina, les Burkinabés vont rentrer au Mali, parce que en ce moment-là, il faut casser la frontière, parce que c'est une frontière qui a été, à un moment donné, qui nous a été imposée. Et là, nous le signalons déjà dans le dernier point de notre plateforme, où l'Afrique a été balkanisée en 1885, n'a pas permis à l'Afrique de pouvoir aller outre les frontières tracées par le colon pour pouvoir aller dans un développement très bien harmonisé entre les peuples, tout ça. Donc je pense qu'il faut apprécier l'intention. Mais il faut en même temps comprendre que ça, ce n'est pas le mandat de la transition. L'autre question que vous posez, ce sont les sanctions qui ont été prises en marge de la réunion de l'Union africaine par la CEDEAO, et qui a plutôt demandé, en tout cas suspendu, ou du reste interdit de voyage les membres du gouvernement et certains hauts responsables. Moi, je pense que là aussi, il faut plutôt l'apprécier sur la base des effets d'annonce que la mise en œuvre. Parce que vous savez que interdire les hauts cadres, par exemple, de voyager, ça n'a pas de sens, parce que au Burkina Faso, à Ouagadougou se trouve le siège de l'UEMOA. Si vous interdisez les hauts cadres de l'administration de pouvoir voyager, ça veut dire que vous allez venir à l'UEMOA. À la Réunion, il y a le SILS, il y a tout un ensemble d'institutions, dont même le siège à Ouagadougou, où ils ont même des réunions. Par exemple, à la BCAO, vous avez la BCAO qui regroupe le Burkina, 8 pays, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire dans sa mise en œuvre, ce n'est pas... Mais c'est surtout voir dans ça les effets d'annonce pour dire que oui, le Burkina a été sanctionné, et puis alerter les partenaires, et ainsi de suite. Mais moi, je pense que dans une volonté de lutte contre l'ennemi dans le cadre terroriste, on doit aller outre cela. Mais surtout, la vision là, c'est de travailler à une cohésion du point de vue bilatéral et même voir le multilatéral s'il y a d'autres pays qui peuvent s'inscrire dans ça. La preuve est que le président béninois était à Ouagadougou également, et certainement bien d'autres cadres sont invités dans ce sens-là. Alors, on a compris votre position sur cette question. C'est Athanas Boudot, secrétaire général du Front Patriotique, qui est notre invité, notre convoqué de ce jour à l'audience du tribunal de l'actualité. On parle de cette déclaration récente du Front Patriotique. Le Front Patriotique a fait des propositions, un certain nombre de propositions pour faire avancer la République.
au-delà de cette clarification de la situation du MPSR qui vous tient à cœur, vous avez également parlé de la mobilisation de tout le peuple de manière inclusive pour finalement arriver à une refondation de l'État. Oui, Geoffroy Vara, peut-être sur ces questions de refondation, avez-vous des préoccupations? Non, je vais revenir sur la dynamique de fédéralisme et avec les trois pays. Vous dites dans le déroulé de votre position, vous rappelez déjà que il y a certaines décisions qui ont été prises et elles ont été justifiées par l'envie d'exprimer une souveraineté et que cela soit respecté par tous. Et en même temps, vous dites, soit, mais dans ce cas de figure, la question du fédéralisme là, si on veut être, on va dire, logique avec soi-même, il faut respecter la souveraineté même du peuple et puis il devrait avoir un genre de consultation préalable. Donc pour vous, ça devrait d'abord faire l'objet d'un vrai débat et aller comme ça paraît cavalier. C'est exactement ce que j'étais en train de dire parce que c'est un processus, si vous comprenez le processus de fédération. Il faut d'abord déjà que les constitutions des trois pays, puisqu'on parle des trois pays, puissent donner déjà des mécanismes pour aller à une fédération. Par exemple, pour le cas du Burkina Faso, au-delà de pouvoir peut-être voter un référendum pour pouvoir aller à cela, il faut forcément faire la consultation. Et pour pouvoir consulter, il faut avoir un cadre de dialogue. Il faut pouvoir rencontrer toutes ces légitimités sociales au niveau du Burkina. Donc c'est le processus pour pouvoir aboutir à une fédération qui font qu'on ne peut pas le faire dans le cadre d'une transition. C'est-à-dire qu'il faut être logique. Mais je dis, la transition doit être le creuset aussi des idéaux. Ça doit être un creuset d'idées fortes qui doivent travailler à jeter les bases d'une nation reconstituée, d'une nation burkinabé ou bien avec d'autres pays qui doivent casser cette barrière qui nous a été imposée par le colon. C'est comme on le dit, c'est pour cela que je l'ai dit que pour nous, la souveraineté, ça c'est déjà une question subsidiaire qu'on pose. Si effectivement c'est une question de souveraineté qui doit être exprimée, est-ce que la première des souverainetés c'est pas déjà commencer? Là où il faut commencer, ça veut dire que consulter les gens. Ça c'est une absence de consultation. À partir du moment où la transition n'a pas été le fruit d'un soulèvement populaire. Et au-delà du fait que la transition n'a pas été un processus issu d'un soulèvement populaire et que cette même transition a refusé de pouvoir se légitimer à travers ce qu'on vient de dire, la question d'inclusion, je me dis que ça va être très difficile de pouvoir être le porte-voix dans le cadre de la fédération, bien qu'ils soient populaires. Bien qu'effectivement, quand on parle de popularité, c'est surtout le fait que les gens sont derrière, ils veulent qu'on atteigne un objectif. Mais la légitimation, c'est comment arriver à inclure, à capitaliser toutes les énergies au niveau de ces légitimités sociales avérées là pour pouvoir aller de l'avant. Donc, pour parler clair, dans le cadre de la fédération, je pense que le processus impose une autre démarche. Et donc, ce n'est pas du mandat de la transition de pouvoir évoquer cette question. D'accord, on l'aura compris. Maintenant, toujours dans ce que vous avez sorti, j'ai l'impression que vous abordez la question un peu économique. On sait qu'elle n'est pas si bonne aujourd'hui. Vous vous rappelez le taux d'inflation record avec ce qu'on avait, je pense, c'était fin 2022 oui. Dans notre espace UMOA. Vous vous rappelez aussi ce qu'est la réalité de la perception de l'impôt et tout, parce qu'on est un pays qu'on ne maîtrise pas de façon entière, donc c'est un peu difficile. Il y a l'effort qui est demandé aux populations, mais là-bas, je ne vois pas dégager je ne vais pas dire proposition, mais j'ai l'impression que vous vous arrêtez juste au constat.
Ouais, on ne peut donner que 30 secondes au convoqué pour répondre à cette question rapidement sur l'économie. Alors qu'il y a un exécutif aussi qui a vocation à pouvoir donner un bol d'oxygène aux populations aussi. Oui, naturellement, c'est dans ce sens d'ailleurs que nous demandons à ce qu'il y ait mis en place un haut conseil qui doit pouvoir refléter l'impact républicain, parce que les questions qui sont abordées au niveau de l'Assemblée législative de transition ne sont pas des questions forcément issues d'un certain nombre, issues d'un dialogue, parce que il faut arriver à créer un cadre qui va pouvoir accompagner à travers un certain nombre d'idées, un certain nombre de propositions. Effectivement, on fait le constat que le tissu économique burkinabé est ébranlé à partir du moment où nous avons deux chocs. Le premier choc, c'est le choc, bien sûr, interne, provoqué par la question terroriste. Parce que quand on parle de la fiscalité, il y a la fiscalité de poids, il y a la fiscalité intérieure. Et si vous n'avez pas une certaine quiétude au niveau des frontières, vous ne pouvez pas faire une bonne production en matière de fiscalité de porte. Mais il y a aussi le choc extérieur qui est lié à la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est le constat qu'on a eu à faire. Et même si quelque part on salue déjà des initiatives qui sont prises à travers l'effort, mais il faut effectivement arriver à s'inscrire dans un modèle économique qui doit pouvoir mettre en branle pour pouvoir revoir même le schéma économique, revoir même le modèle économique aujourd'hui, pour voir est-ce qu'il faut mettre l'accent sur le secteur informel, est-ce qu'il faut mettre l'accent sur les investissements, notamment au niveau industrie, à partir du moment où certains pans de tissu économique, notamment le tourisme et autres, tout ça c'est ébranlé, parce que quand vous partez par exemple dans une zone comme Banfora, aujourd'hui le tourisme est carrément alors que c'était ça qui nourrissait la population au niveau de Banfora et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il faut que nous puissions, au regard de la situation, arriver à avoir un autre modèle économique. Il faut arriver à avoir un autre modèle économique. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme, et puis vous indiquez d'ailleurs qu'il faut prendre des dispositions, vous demandez à l'État donc de prendre des dispositions pour assurer à temps l'approvisionnement du peuple en produits vivriers et en intrants agricoles. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la dernière de cette semaine consacrée à la radioscopie du Front patriotique sur la situation nationale. On n'a pas tout abordé, mais notre convoqué du jour, Athanase Boudot, était là. Il est le secrétaire général du Front patriotique. Merci d'avoir honoré notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Merci aux juges, merci Bernard Bougma, merci à juge Geoffroy Vaha et aux équipes techniques, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truth TV, pour votre constante attention et pour votre fidélité renouvelée. Rendons toujours hommage aux forces de défense et de sécurité, rendons hommage aux volontaires pour la défense de la patrie qui travaillent chaque jour pour nous préserver et pour sauver la patrie. Prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité la semaine prochaine, mêmes heures et mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.